Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission des Gardiens de la Terre. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Léo Urban. Bonjour Léo. Salut, ça va? Tu vas bien? Merci Ludo Ouais, de m'inviter à ton émission des Gardiens de la Terre. C'est vraiment très cool. merci, merci d'avoir accepté en tout cas. Bon, je vais quand même te présenter un petit peu rapidement pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore, parce que il y a quand même beaucoup de personnes qui te suivent. Bah, tu es un adepte du parcours, donc c'est l'art du franchissement d'obstacles et du déplacement, si je ne dis pas de bêtises. Et puis après, toi, tu as eu comment dire, un parcours particulier parce que justement, tu as développé une certaine forme de parcours qu'on appelle le parcours primal, enfin que tu nommes le parcours primal, et qui fait que tu es beaucoup plus dans la nature, pieds nus, en lien avec le vivant. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton chemin? Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'au parcours primal et comment ça a été ton chemin je vais dire, un petit peu avant pour en arriver là, pour on arrive à te situer? Le... Ouais, si tu veux, le parcours primal, il a toujours été présent. C'est quelque chose, c'est un retour à l'enfance en fait, c'est un retour à mes racines où mes parents, surtout en particulier ma mère, m'a transmis vraiment cet amour de la nature, le fait de partir en montagne, de partir cueillir des champignons, de faire des cabanes dans la forêt. C'est quelque chose qui n'est pas étranger à la plupart des enfants, d'être en relation avec la forêt. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est que j'étais un gros geek de Tarzan à l'époque et que j'adorais ça. Et que mes sorties en forêt, c'était pas simplement la cueillette, mais c'était la rêverie, c'était marcher à quatre pattes, essayer de grimper aux arbres et peut-être un poil plus que mes camarades en maternelle. Et puis cette énergie, je l'ai canalisée beaucoup, beaucoup plus tard, aux alentours de 11 12 ans, quand j'ai découvert le film de Yamakasi. C'est là où j'ai mis, on va dire, mes aptitudes physiques, parce que j'avais des prédispositions un peu d'agilité, pour grimper aux arbres. En tout cas, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, et c'est là où j'ai commencé à vraiment canaliser cette énergie, canaliser cette force, parce que je n'étais pas scolaire, j'arrivais pas à tenir 8 heures ou 6 heures assis sur une chaise. Et là, j'ai trouvé tout de suite quelque chose qui m'a fasciné, dans lequel j'arrivais à faire des choses rapidement, où je me trouvais bon, contrairement à l'école, où je ne me trouvais pas bon, à rester à l'écoute pendant autant de temps. C'était pas quelque chose qui était particulièrement intéressant pour moi. Donc voilà, je me suis donné à fond dans le parcours pendant quelques années. Et j'avais la possibilité surtout de pouvoir le pratiquer en étant là où j'habitais, en pleine montagne, à 1600 mètres d'altitude, dans un lac de montagne. Mes parents avaient un restaurant, on n'avait pas de voisins, les arbres pour seuls voisins, quoi, avec un lac et les montagnes. Et je me suis dit, bah, au début, comme j'avais pas la possibilité de descendre en ville tout le temps, parce qu'il fallait que je descende à pied, donc ça faisait 1 heure et demie à chaque fois. Après, j'ai eu un vélo, mais il fallait remonter. Donc voilà, je me disais, bon, parce que j'ai appris en ville, il va falloir que j'essaie de le retranscrire un petit peu dans la nature. Les arbres, c'était l'équivalent des barrières ou des murets. Tu avais les rochers qui étaient un peu plus solides, ça bougeait moins, donc c'était comme des gros murs. Donc sur ce terrain accidenté, j'ai essayé d'adapter les techniques que je développais en milieu urbain de parcours. Au début, c'était vraiment du parcours. Et plus j'étais en forêt, plus ça m'a fait bifurquer sur autre chose. Ça m'a orienté davantage sur non des techniques de parcours, parce que finalement, les techniques de saut, de parcours, elles sont aussi vraiment très inspirées de nos capacités ancestrales et même de ce que l'on peut observer chez les grands singes, la nature. Tu vois, les techniques de saut qu'on fait, quand on voit un singe au ralenti sauter, il utilise la technique à la perfection. Donc, Hmm. il y avait déjà ce côté très primal, on va dire, dans le parcours. Mais après, en partant faire mes recherches un peu plus, on va dire, dans les documentaires, dans l'observation des animaux, je me suis rendu compte que bah, déjà, pieds nus, j'allais être plus en communion avec ce que je faisais, que en étant torse nu par tout temps, durant toute saison dans l'année, j'allais renforcer mon corps.
mais je le faisais pas parce que j'avais lu des articles scientifiques qui disaient bah ça va améliorer. Non, moi c'était d'un point de vue logique où j'allais être plus fort. Moi je voulais être plus fort. Si j'avais pas de chaussures, le jour où j'allais en avoir, j'allais sauter plus loin. Si j'avais pas de t-shirt, le jour où je vais avoir un pull, j'aurais moins froid. Donc c'était vraiment très logique pour moi de me dévêtir et de continuer à renforcer ma voûte plantaire dans ce sens-là, de faire des sauts de plus en plus gros et d'être en contact avec la nature. Mais au début, il n'y avait pas vraiment ce côté, ce lien mystique avec la nature, c'est venu plus tard, avec, Hmm. euh, avec le fait d'y passer beaucoup, beaucoup de temps. La nature, elle a son propre langage et elle te le transmet, mais ça vient pas tout de suite. C'est quelque chose, c'est très très long. C'est un peu comme marcher pieds nus, hein. Ça vient pas tout de suite, le fait d'être à l'aise. Donc la nature, sa manière de communier avec toi, mais il faut y passer du temps. Ouais. Et j'imagine que tu as des spots particuliers où tu préfères aller. Donc, c'est-à-dire, il y a des endroits en forêt qui te sont plus chers, où tu vas plus t'entraîner. Au début, oui, beaucoup. C'est-à-dire que bah, j'avais mes spots en Andorre, là où j'habitais, et j'allais souvent dans le spot pour m'échauffer, le spot pour après ce que j'appelle casser un saut, c'est-à-dire, moi, ce que j'aimais bien faire, en fait, c'était de me mettre en situation de difficulté, sortir de ma zone de confort en permanence et me dire, aujourd'hui, je vais faire autre chose. Je vais faire quelque chose de nouveau. Et il fallait que ça devienne mon petit pain quotidien, en fait. Chaque jour, il fallait qu'il y ait un nouveau saut, une nouvelle, euh, une nouvelle corde à mon arc, en fait. Il fallait pas que je puisse me contenter de juste la routine, m'entraîner, m'améliorer sur mon physique. Non, ça, c'était pas suffisant. Il fallait que je puisse aller au-delà de tout ça et transcender ma condition à chaque entraînement. Et chaque petite pierre que je rajoutais, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, je voyais des améliorations physiques notables, mais à l'intérieur aussi. Et pour moi, c'était super important. Aujourd'hui, en termes de spot, euh, c'est sûr que tu vas mieux bouger une fois que tu auras découvert un saut ou une transition d'un arbre à un autre et que tu vas la répéter, 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 tu vas découvrir les secrets qu'elle a à t'offrir. Mais ce que j'aime aussi, c'est partir dans l'inconnu. Ce côté exploration, il est super important parce que ça fait partie de notre humanité. On a ça dans notre ADN, on a ça dans nos gènes. Et c'est un peu un truc qu'on a oublié parce qu'on a l'impression qu'on a tout découvert, qu'on a mis le pied partout. Et encore plus aujourd'hui, alors qu'on a juste un téléphone, on a le cul sur devant notre télé, on a l'impression qu'on va partout, qu'on n'a plus rien à faire. Or, c'est faux. Dès que tu montes dans un arbre, tu es potentiellement la première personne à découvrir les chemins dans les branches. Et ça, c'est quelque chose que j'avais un peu perdu dans le parcours parce qu'avec l'émergence du truc, tu as eu beaucoup plus de spots, de gens qui bougeaient sur les spots et de sauts, enfin presque tout avait été fait. Donc, tu n'avais plus l'impression d'être le premier à passer. Et c'est pas une question d'ego, mais c'est une question de satisfaction presque indescriptible. C'est ancestral, ce truc-là. On l'a en nous. Avant, il fallait qu'on sache ce qu'il y a derrière l'océan, derrière la colline, la montagne. Aujourd'hui, bah, c'est cette envie viscérale de grimper dans un arbre et Hmm. d'explorer, de sentir que voilà, on a cette âme d'aventurier tout simplement. Donc voilà, pour répondre à la question des spots, j'aime bien avoir mes spots de prédilection, mais j'accorde une importance particulière aussi à l'exploration et à toute cette partie-là. À découvrir. Ouais, il y a quelque chose qui me venait quand tu me parlais des pieds nus. Comment ça s'est passé la transition au début? Parce que au début du parcours, ben, je pense que tu es en chaussures, comme tout le monde. Et quand tu te décides de dire, bon, bah tiens, je vais sauter, commencer à bouger pieds nus, comme ça, je serai mieux quand j'aurai des chaussures. Mais ça fait quoi au début? Enfin, qu'est-ce que tu te dis au début? Parce que ça doit faire mal aux pieds. J'imagine que maintenant, tu as les pieds avec plein de cornes super dures. Bah, c'est Comment une ça? bonne question parce que on me l'a posé il y a quelques années et j'avais du mal à me souvenir de mes premières sensations, parce que ça fait quand même longtemps, de mes premières sensations barfoot. Et, euh, et comme on me la pose souvent, bah, j'essaye de me replonger dans mes souvenirs à l'époque. Et c'est vrai qu'au final, bah, j'étais pas si différent de tout le monde. J'avais des chaussures, j'allais à l'école, j'avais une vie de gamin de mon âge, en fait, tout simplement. Ce qu'il y avait dans ma tête, c'était peut-être voué à faire ce que je fais aujourd'hui, mais j'aurais pu finir en étant classique et normal, en fait, tout simplement. Et je pense qu'au début, bah, effectivement,
c'est effectivement douloureux, c'est pas facile de marcher pieds nus, c'est pas facile. Mais en fait, c'est ce qu'il y avait dans ma tête qui m'a fait tenir, on va dire, et qui m'a fait kiffer le truc, en fait. C'était pas une corvée. Même si ça faisait mal, je savais que chaque pas dans les graviers ou chaque pas dans les, dans les, dans les rochers douloureux, c'était un pas de plus vers la personne que je voulais devenir. Et la douleur, en fait, c'est pas une douleur non plus, c'est pas insoutenable. À la fin de la journée, tu peux avoir mal, tu peux t'écorcher un peu, tu peux avoir, voilà. Mais c'est pas une douleur, t'es pas sur le point de mourir non plus. C'est juste que c'est constant. C'est constant, mais moi, pour moi, c'était vraiment ce truc-là que je te l'ai dit tout à l'heure, hein, pour moi, à chaque fois, ça me rendait plus fort. Et c'était cette idée de devenir plus fort qui me faisait tenir. Ça me faisait tenir dans le sens où, voilà, moi, ce qui me motivait, c'était de changer d'aspérité sur le sol. Autant bah, tu très vite à l'aise dans l'herbe, autant sur les graviers, ça l'était moins. Donc, à côté de chez moi, j'avais un chemin de 3 kilomètres, donc 6 kilomètres aller-retour, en gravier. Et ben, au début, je commençais à le faire en marchant et c'était mais l'enfer, pas possible. Je mettais 1 heure et demie à faire l'aller-retour. C'était terrible. Aujourd'hui, je le fais en courant, rien Ouais. à foutre. Tu vois, enfin, c'est routine. J'ai limite plus la flemme de me dire je vais faire 6 kilomètres que de. Enfin, au niveau des pieds, il se passe plus rien. Et au début, c'est ce que je me disais. Je me disais, il faut que je me raccroche à une idée peut-être qui. C'est complètement faux. J'arriverai jamais à avoir ce niveau-là. Mais je me raccrochais au truc de ah, un jour, tu le feras en courant. Un jour, tu feras ce saut pieds nus. Un jour, tu pourras faire la montagne pieds nus. Et, et voilà, enfin, au final, je pense que le pouvoir de la visualisation, de croire et de la motivation, tout ça, c'est super important et faut pas lâcher, même quand c'est un peu dur et tout. Pour moi, c'est pas non plus dur parce que je mettais toute mon énergie là-dedans. Donc, c'est pas comme si tu me dis, va falloir que tu fasses une thèse sur Baudelaire, sur ses écrits, machin. Enfin là, je suis complètement perdu et j'ai aucune visualisation du truc. Il faudrait qu'on m'aide. Mais là, j'avais un truc, c'était un chemin très clair, très logique, très simple pour moi à suivre. Et je me suis mis à fond là-dedans, toutes les billes dans le même sac. Et puis voilà, il n'y a pas de secret, hein. De toute façon, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est le travail. Ça Hmm. amène à la réussite, hein. Si tu bosses bien. Moi, j'y crois, hein, ce truc-là. T'as beau être le meilleur au début, si tu t'acharnes pas dans le truc, après, il faut aimer ça, mais il n'y a pas de résultat, Hmm. quoi. Moi, quand je te voyais sur des vidéos courir pieds nus comme ça me faisait penser, tu vois, quand les Anglais ils ont voulu coloniser l'Afrique du Sud et qu'ils se sont frottés aux Zoulous, les Zoulous en courant réussissaient à rattraper les chevaux anglais au galop en courant dans la savane. C'est pour ça qu'ils ont J'ai perdu entendu quelques ça. batailles. Et je me disais, mais en fait, c'est la même chose, quoi. Enfin, en Bah, en fait, s'habituant, il y a une raison qu'on soit plus lent qu'en chaussures ou. bah, Ouais. notre sédentarisation, elle nous a mené à devenir des grosses merdes physiquement, hein. Il faut dire ce qui est, désolé pour la vulgarité, mais c'est vrai. C'est-à-dire que les Zoulous ou d'autres autochtones de n'importe quel continent, ils sont confrontés à la nature, aux animaux et à cette activité ancestrale de la chasse. Je ne te parle pas de la chasse ici. La chasse ici, elle a aucune connotation ancestrale comme on peut la voir chez les tribus amazoniennes ou je sais pas. Ils t'envoient les clébards, ils sont là avec un coup dans le pif. Pour moi, ça, c'est pas de la chasse. C'est encore autre chose. On pourrait l'appeler Ouais. autrement. Mais pour moi, la chasse, c'est vraiment se reconnecter à une notion de nature, de respect, de survie. Aujourd'hui, dans notre société, on n'a pas du tout, on n'a pas besoin de ça. Ouais. Quand tu vois que les mecs, la chasse à l'épuisement qui était pratiquée jusqu'à il n'y a pas si longtemps encore par certaines ethnies en Afrique, eh ben, ils couraient derrière les animaux. Mais les animaux aujourd'hui, quand tu vois un clébard courir ou quand tu vois n'importe quel autre animal, ils courent vite et ils courent longtemps. Et nous, on est soi-disant Ouais. les plus endurants. Mais pour être endurant derrière une antilope, il faut courir vite aussi. Donc les mecs, ça m'étonne pas qu'ils rattrapaient les chevaux des Anglais au galop parce que ils étaient, tu vois, ils étaient connectés à cet esprit animal. Constamment, ils voyaient le cheval. Il y a un truc qui se passe. On en reviendra plus tard avec les chimpanzés, mais j'ai beau m'entraîner pendant des années en regardant les documentaires et en essayant de reproduire ce qu'ils faisaient sur les arbres en Andorre, de les voir en vrai, il y a un truc qui se passe. C'est autre chose. Hmm. Il y a
puissance qui se dégage. Donc, avec les animaux, quand tu les chasses, quand tu es en groupe, tu te mets à la place de l'animal, tu deviens animal. Et ça transcende tes capacités, ça c'est sûr. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va sur une piste d'athlée, on se met des chaussures à crampons et on se fait des répétitions de 100 mètres. Il y a un truc qui est intéressant là-dedans parce que moi, je suis parti d'un truc très codifié, très travaillé, très méthodique pour m'améliorer. Et plus j'ai avancé dans le primal, plus je me suis détaché de tout ça pour ressentir le truc. Et en fait, les deux écoles se valent, hein, parce que bah, finalement, tu as des athlètes olympiques qui sont excellents. Excellents. Tu penses à Usain Bolt, on reste dans la course, il est rapide comme personne l'a été avant lui, je pense. Enfin, en tout cas, sur un stade. Et d'un autre côté, tu as t'as ces ethnies qui rivalisent avec tout ça. Tu as les mecs même qui courent pieds nus et puis qui arrivent, ils se foutent les chaussures en crampons, ils défoncent tout. Et Hmm. pour moi, il y a ce truc-là de le côté athlétique et le côté primal. Et je suis un peu entre ces deux mondes, tout comme je suis entre l'urbain et la nature. Et pour moi, vraiment, il y a une véritable force dans les deux, à puiser pour, euh, pour développer et le sport et la discipline, mais aussi pour aller puiser encore plus loin dans ses ressources. Parce que ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que dans le côté athlétique, il y a de la performance, mais sur un mouvement unique. C'est-à-dire que le gars qui court le 100 mètres, il va être hyper performant, mais que sur cette petite partie. Alors que justement, toi, ce que tu développes, c'est une partie, on va dire, plus holistique, plus instinctive, où c'est peut-être être moins performant sur un truc particulier, mais c'est être connecté à tout le reste, en fait. C'est comme s'il y avait le mouvement particulier et la globalité de l'autre, quoi. Et l'un Ouais, n'est pas meilleur que l'autre, c'est juste différent, quoi. c'est très différent, mais après, pour te donner un exemple concret, euh, il y a la méthodologie d'entraînement, il y a l'aspect scientifique, il y a la connaissance, il y a le fait de se filmer aussi, tu vois. Il y a tout cet aspect-là qui est super intéressant dans la performance. Mais après, quand je me retrouve dans la forêt, que je suis sans ma caméra, que je grimpe dans un arbre, que je sais pas ce que je fais, je comprends rien à ma vie. Je fais le truc, je suis dans l'instant présent, dans l'instinct du truc, et je ne saurais pas expliquer comment est-ce que j'ai fait pour passer d'un arbre à un autre à ce moment-là. Parce que je suis tellement en transe dans le truc que c'est complètement dissocié du côté performance athlétique. Mais par contre, si tu me montres ce que j'ai fait en le filmant, là, je suis capable de te le décortiquer, de t'expliquer ce qui s'est passé, etc. C'est pour ça que les deux se valent et les deux sont super intéressants. Parce que moi, ça me fait penser à une. Donc, j'ai vu une de tes vidéos où il y a justement Sébastien Foucan. Donc, Sébastien Foucan, c'est pareil, une légende du parcours qui a joué dans James Bond. Et à un moment donné, donc, tu l'emmènes avec toi faire du primal. Et j'aime bien parce qu'il a une remarque à la fin de la séance où il dit bah, c'est totalement différent du parcours où je suis pas là pour venir faire des sauts. Et il a un mot je trouve excellent. Il dit mais le parcours primal, c'est apprendre à être connecté. Et ça, j'ai bien aimé parce que ça résumait vraiment. Lui, il arrivait avec toute sa technicité et d'un coup, il comprenait qu'il fallait qu'il oublie sa technicité pour être en connexion avec l'arbre, le mouvement dans l'arbre, le lien avec le végétal, le lien avec la connexion, tout ça. Et ça, je trouvais ça très très fort parce que ça résumait en deux mots exactement tout le parcours primal, quoi. Et ça, je trouvais ça C'est vrai chouette. que je pense qu'il faut arriver avec, mais dans tout ce que tu fais, hein, il faut arriver avec la tasse vide pour mieux la remplir. Et il y a une connexion dans tout ce que tu fais, quand tu joues de la guitare, quand tu fais du parcours dans l'urbain, mais je crois qu'elle est décuplée quand tu es dans la nature. Quoi qu'il en soit, un mur reste un mur. C'est quelque chose d'une matière morte, inerte. Un arbre, c'est vivant. Une souche, même morte, elle a du vivant en elle, puisque tu as toute la décomposition qui se fait, tu as le réseau mycélien qui commence à s'installer à nouveau, tous les champignons, l'aspect fongique, etc. Tout est vivant. Tout est vivant. Tu touches pas à un seul truc qui est mort. Même si c'est mort, c'est vivant. Et c'est vrai que Sébastien, il a très bien ressenti le truc. Et puis, de toute façon, ouais, lui, il est très connecté dans tout ce qu'il fait. De toute façon, c'est quelqu'un qui est ultra focus. Mais c'est vrai que ouais, l'aspect nature, ça ça transcende le mouvement, ça transcende le ressenti que tu peux avoir. Je
pense que si on faisait du tennis dans la nature, ce serait encore autre chose. Hmm. Oui, parce que j'imagine que quand tu sautes, tu fais un saut entre deux arbres, s'il y a du vent, l'arbre, il bouge. Donc, ça veut dire que ton point aussi de d'où tu pars et là où tu vas, c'est en mouvement. Donc, il y a aussi ce côté, ça, pour moi, ce côté connexion. Tu vois, quand tu parlais tout à l'heure d'être connecté, ça me faisait penser tu sais, aux Japonais qui ont l'art de tir à l'arc au Kyudo, où ils se mettent en méditation et en fait, ils tirent qu'au moment où ils sont en même temps la cible, la flèche, l'arc, pour être dans la globalité, limite comme s'ils sortaient de leur corps pour être en lien avec tout ça. Et quand ils tirent, leur flèche, elle va dans le centre parce qu'ils sont en connexion. Et j'ai l'impression, quand tu me parlais tout à l'heure tu vois, d'être connecté au vivant, en fait, c'est la même chose. Quand tu dis, bah, il faut que je ressente tout, il y a cet aspect. J'ai l'impression que c'est la même chose, mais sur une application différente, quoi. Toi, tu le fais en grimpant dans les arbres, mais tu tends à toucher ça, quoi. Cette Surtout que c'est un art globalité. ancestral. Oui. Tu vois, et dès que c'est ancestral, il y a un savoir très connecté à la nature. Il y a un savoir qui est très connecté à la nature. Et pour rebondir sur le fait d'être connecté, encore une fois, quand tu es, quand tu en urbain, c'est cool, hein, tu peux faire des sauts, tu utilises presque le truc comme un gymnase, comme si c'était des agrès. Alors que dans la nature, c'est pas des agrès, c'est ce qui va te rendre plus fort, certes. Quand tu vas grimper dans un arbre, quand tu vas faire un mouvement, c'est la condition sine qua non pour que tu sois fort, quoi. Mais il y a ce respect. C'est comme la chasse. Aujourd'hui, il y a plus de respect. Tandis que quand tu Mm. chasses en Amazonie pour manger, tu, tu, je sais pas si c'est une prière, mais en tout cas, tu remercies l'animal d'être mort et de nourrir ta famille, tu vois. Eh ben, là, je remercie l'arbre à chaque instant de m'offrir l'opportunité de devenir plus fort, de me connecter à cette nature. Oui, il y a un lien indéniable, en tout cas. On vient de là. On vient de cette nature brute et primale. Et aujourd'hui, quand tu vois qu'en France, une forêt primaire, pour que le réseau mycélien se refasse complètement au sol, c'est 1000 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas de forêt qui date de 1000 ans. Donc, ça veut dire Mm. qu'on nous a coupé, même en forêt, de cette connexion ancestrale. Parce qu'on est coupé dans les villes. On a les chaussures, on a des AirPods, on a les téléphones, on a tout qui fait que on est adapté à un autre environnement qui n'est pas fait pour nous. Mais le véritable environnement, c'est là où il y a les tiques, c'est là où il y a les loups, les ours normalement, et on s'en est accommodé. On était maître de cet environnement avant, en vivant dans une certaine harmonie équilibrée dans tout ça. Aujourd'hui, on est trop dans un système qui ne sert pas la nature, qui la Mm. détruit petit à petit. Et même nous, inconscients qu'on est, on détruit le truc. Même si on n'en a pas conscience et qu'on se dit, bah non, bah moi, à ma petite échelle, bah, on est tous destructeurs de la nature à notre petite échelle. Donc à 8 Mm. milliards, ça fait quand même beaucoup de destruction. Ouais. Et je t'ai vu aussi, tu allais en Pologne à un moment donné monter, là, quand tu as croisé même des bisons. T'étais dans une forêt un peu primaire encore d'Europe ou pas, C'est la en dernière forêt Pologne? primaire de plaine en Europe, ouais. Et, et qu'est-ce que tu as senti justement dans cette forêt? Comment c'était le lien, la connexion, tu vois? Est-ce que c'était différent par exemple d'ici? Euh, C'est différent d'ici sur bien des aspects. Tu as l'impression, dans certaines parties de la forêt, qui sont anciennes, enfin, les sols sont vieux de la dernière époque glaciaire, donc 10, 12 000 ans, 13 000 ans peut-être. Tu as l'impression de remonter dans le temps, dans le passé. Les odeurs, tu sais, enfin, il y a du bison, c'est les derniers qu'il y a en Europe, il y a des loups, il y a des élans, tu vois, des cerfs. Il y a une faune qui est de grands animaux, tu vois. C'est pas la mégafaune du Pléistocène qu'on avait il y a 30 000 ans, 40 000 ans. Mais tu peux ressentir un truc comme ça. À un moment, j'ai traqué un bison. Je voyais les traces, puis en été, ils sont dans la forêt. C'est pas des bisons de plaine comme en Amérique, ils vivent dans la forêt. Tu te dis, putain, tu vas tomber dessus. Il y a 1000 bisons dans la forêt, c'est sûr. Tu tombes pas sur les bisons comme ça. Ils sont discrets, ils sont timides. C'est des animaux farouches. Et j'en ai traqué un moment, et puis je tombe dessus. Putain, là, t'as l'impression d'être un homme de Néandertal qui piste un gibier. Tu vois la fiente, tu vois les traces. Là, même je le sens, tu vois des touffes de poils accrochées à des branchages. Et là, quand tu le vois,
c'est une sensation incroyable, c'est puissant. Tu es dans une forêt primaire en Europe quand même, tu te dis, tu te rappelles ça, c'est fou. Et tu le vois, et Netflix, et puis au bout de 2 secondes, il se barre comme ça, mais c'est c'est- c'est impressionnant, c'est impressionnant. Parce qu'encore une fois, tu es en Europe et cette forêt-là, qui est minuscule, elle fait 40 kilomètres de large. Donc, ce qui est, voilà, tu t'envoies le drone en haut, tu vois de la forêt à perte de vue, mais c'est rien du tout par rapport à la taille qu'elle faisait avant. Elle partait de l'Oural et elle allait jusqu'en Bretagne. Elle descendait dans les Hmm. Pyrénées en suivant la chaîne des Alpes. Et par le nord de la France, elle allait jusqu'en Bretagne. On l'appelait la forêt hertzienne. Jules César, c'est le premier à l'avoir décrite et le premier à avoir fait des routes qui traversaient une partie de la Germanie dans cette forêt. Hmm. Et à l'époque, t'avais des tigres, des lions dans cette forêt, en Hmm. l'Antiquité. Aujourd'hui, c'est fou de se dire qu'il reste ce point de confetti dans l'Europe centrale, d'une relique d'une forêt préhistorique, en fait. Et Hmm. d'être là-bas, c'est un privilège, c'est fou, c'est incroyable. En même temps, ça te fait réaliser à quel point le paysage, il a changé, quoi. C'était un jardin d'Éden, hein, vraiment, c'était un monde magique. Et aujourd'hui, dès que tu traverses la France, l'Allemagne, l'Autriche, tu as les autoroutes, tu as les usines, tu as les zones industrielles, tu as tout Ouais. qui a changé, quoi. Puis les forêts sont Ouais, plus primaires. ouais, puis rien que de trouver un espace. Enfin, moi j'habite, tu vois, dans la vallée du Rhône. Je vais souvent dans le Vercors, dans la forêt, tout ça, là. Pareil, pour aller voir des animaux, être hors piste et tout. Et c'est vrai que c'est rare de trouver un espace qui fait 30, 40, 50 kilomètres sans qu'à un moment donné tu croises une route, quoi. Enfin, tu vois, ça n'existe plus en France. Non, ça Plus n'existe ça. plus. La forêt qu'il y a en France, hein, elle est dans les Vosges. La forêt où il y a la plus grande superficie sans infrastructure urbaine, elle fait 9 kilomètres. Ouais, c'est fou, hein. C'est pas grand-chose, hein. Ouais, C'est un peu plus petit que la longueur de Paris. ouais. Et on a l'impression, mais quand même, il y a toujours des routes et des croisements et des pistes. Ouais. C'est ça. Bon, moi, j'aimerais bien aussi continuer avec toi sur ben, tes initiatives aussi en lien avec le vivant, parce que voilà, on voit le parcours primal, tu as développé la connexion, donc la connexion, toi, avec la forêt, et puis après, pour développer le parcours, ben, tu es allé observer des vrais singes, enfin des singes en vrai, de visu, pour ressentir, pour les observer, tout ça. Et, voilà. Et petit à petit, il y a quand même, je te suis, moi, par rapport à plein d'initiatives. Là, il n'y a pas très longtemps, tu étais au Québec, voir des forêts un peu boréales. Et qu'est-ce qui s'est passé en allant voir les premiers singes? Enfin, qu'est-ce que ça t'a fait, toi? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Bah, c'était le gros déclic. En fait, ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de le faire. Et puis, j'ai commencé à avoir les moyens, en fait, de voyager à ce moment-là. C'était il y a 1 an et demi. Et ça faisait tellement longtemps que j'avais envie d'aller voir les chimpanzés en vrai et tout, que je savais que ça allait être puissant, mais ça a été révélateur, en fait. Non seulement dans l'observation et même d'être là-bas et de grimper des arbres à côté d'eux, de créer une espèce de proximité avec ces animaux. Puis c'était fou, c'était fou. Mais je me suis dit, ouais, je veux ça, quoi. Je veux aller visiter les derniers espaces vierges primaires, faire des documentaires, sensibiliser à ça, à ces derniers vestiges de l'ancien monde, quoi, qui nous restent, qu'il faut protéger. Parce que les gens, oui, ok, les chimpanzés, tout le monde les connaît, les gorilles, tout le monde les connaît. Mais il ne reste pas grand-chose pour que ces animaux-là puissent habiter chez eux, quoi. Tu regardes les. Moi, ce qui m'avait choqué quand je suis allé là-bas, en Ouganda, c'est que les chimpanzés, ils sont dans une forêt qui s'appelle Kibale Forest. Et tu traverses le pays, tu fais 7 heures de bagnole et tout, et il n'y a plus de forêt. Il n'y a plus rien. Tu te dis, l'Afrique, le Congo, il y a de la forêt. Il n'y a plus rien. Ils crament tout. Technique de brûlis pour l'agriculture, l'exploitation forestière illégale, il y en a partout. C'est terrible. Il y a des mines de partout aussi. Et tu te dis, la forêt, elle est où?
Et pareil, tu regardes sur la carte et il reste un point de confetti où ils protègent le parc national avec la savane en dessous, avec les derniers animaux qui nous restent. Mais alors, en fait, tu avais la forêt, elle était absolument partout. Mais tout est défoncé. Tout est défoncé. Et ça, ça m'a fait un choc quand j'étais en Afrique et que j'ai vu des monocultures de résineux, de sapins. Je me dis, qu'est-ce que ça fout là, ça? Et à partir de là, je me suis renseigné et j'ai vu que ça appauvrissait les sols, que ça augmentait le risque de feux de forêt aussi, que la forêt primaire, elle pouvait plus, elle avait aucune chance de pouvoir reprendre après derrière, parce que les espèces endémiques, après, elles peuvent plus reprendre dans un sol qui a été acidifié par les résineux. Et là, tu te dis, mais c'est hallucinant, quoi. Enfin, mais à quel moment? À quel moment? Et je sais pas. En fait, ça a été révélateur, bien sûr, avec les chimpanzés d'un côté, mais au niveau écologique aussi, ça l'a été. Et puis, je me suis dit, par la suite, tous les projets que je vais lancer, que je vais faire, ça va être autour de ça. Ça va être autour de, par exemple, Hmm. là, j'étais au Québec dans le cadre d'un reportage avec Canal+. Et on allait voir les Atikamekw, qui sont des Indiens qui habitent dans une réserve et qui font face au feu tout seuls. Ils sont tout Hmm. seuls face à ça. Et t'as le Québec qui est la région du Canada la plus touchée cette année par les feux de forêt. Il y en avait plus de 400, je crois que de 150 à 200 qui étaient pas sous contrôle. Et tu vois, ils n'ont aucune aide du gouvernement, ils n'ont rien. Ils sont là avec cette bagnole, avec des bidons de 100 litres à remplir dans la rivière, de tronçonneuses. Et ils sont là, et ils font face à des flammes qui sont gigantesques. C'est hallucinant. Ouais. Des défis. Après, ce qu'il fallait voir, c'est que les feux, ils correspondent vraiment au projet de mine qu'il y a au Québec, hein. Quand tu regardes la carte des projets de mine et la carte des feux, donc je comprends que Ils le sont pas débiles, gouvernement. hein, ils le savent très bien. Ouais, ouais, bah oui, Ils mais le c'est savent ça très qui bien, était c'est pour ça hallucinant qu'ils n'ont pas d'aide. Non, Eh non, oui, mais c'est sûr. ça te permet d'expulser Les les feux eaux sont provoqués souterraines. par l'homme. Ouais. Mais bon, après, là, encore une fois, on n'est pas là pour faire les conspirationnistes et tout ce que tu veux. Mais bon, moi, je vais te dire tout simplement ce que les Atikamekw m'ont dit, le chef du village. Je leur ai dit, alors les feux, ils sont naturels, ils sont pas naturels, qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi ça brûle autant? Et ils ont dit, bah, je sais pas s'ils sont naturels ou pas. Je pense, j'ai ma petite idée là-dessus, il me dit, mais en tout cas, s'ils nous laissent dans notre merde et que ça brûle comme ça, c'est parce que ça les arrange. Nous, on est un frein pour leur expansion au niveau des mines. On est un frein parce que nous, on protège la forêt, on protège notre territoire ancestral qu'on n'a jamais cédé ici au Québec. Et qu'on est là, on est un peu le dernier rempart pour qu'eux s'emparent de ces dernières ressources de lithium. De toute façon, la transition écologique, c'est quoi? C'est l'électricité. Le premier fournisseur de lithium au monde pour l'instant, c'est le Canada. Et il a bien envie de rester first one. Donc, du coup, bah, ça parle de quoi? Bah, ça parle de continuer à exploiter la forêt boréale. Le problème, Hmm. c'est qu'il y a que, ils disent qu'il n'y a qu'un seul pourcent de déforestation au Canada. 1% de déforestation et tu n'as jamais eu de forêt aussi en voie de disparition, tout comme le caribou, il est en voie de disparition, parce qu'il coupe tous les 50 ans et il replante. Il coupe, il replante, il coupe, il replante, mais il ne laisse pas ce processus de maturité de forêt ancienne s'installer. Oui, parce que c'est de l'exploitation. Enfin, quand tu parlais des sapins, moi je vois dans le Vercors, c'est pareil, t'as des forêts anciennes, et puis au milieu, des fois, tu as des parcelles, c'est que des sapins plantés pour l'industrie, parce que ça fait des arbres droits, mais les sols sont acidifiés, il y a plus aucune plante qui pousse sous les épines, il n'y a plus rien. Donc en fait, quand tu dis ils plantent et ils recoupent, ils recréent pas de la forêt, ils plantent juste des arbres pour les exploiter. Donc en fait, les animaux là-dedans, Exactement. ouais. Alors, Hmm. attention, hein, parce il y a un truc que j'ai appris qui est super intéressant là-bas, par exemple, c'est que ça ne dessert pas tous les animaux. Ça dessert les espèces comme le caribou, mais ça ne va pas desservir l'ours noir ou l'élan, par exemple, l'orignal, il l'appelle là-bas. Parce que ça crée en fait, il faut voir la forêt boréale comme une jungle d'épinettes, de résineux. C'est quasiment impénétrable. Vraiment, je ne sais pas comment un orignal, un animal de 3 mètres et de 500 kilos, arrive à bouger là-dedans parce que c'est super dense et je ne sais pas comment ils font pour bouger là-dedans. Et c'est pour ça qu'ils apprécient les espaces qui normalement sont créés par les feux de forêt et là par la coupe forestière, parce que tu as des feuillus, des arbres fruitiers qui poussent là et qui offrent beaucoup plus d'aliments, comme le bleuet, les framboises, les fraises et un tas d'autres arbres fruitiers qui sont intéressants pour ces animaux-là.
Et en même temps, tous les chemins forestiers qui sont créés sont, sont des pistes qu'utilisent les grands prédateurs comme le loup pour se déplacer encore plus rapidement. Ce qui fait que la disparition de l'habitat naturel du caribou qui a besoin de forêts anciennes pour bouffer du lichen et d'autres plantes qui ont besoin de plus de 60 ans d'ancienneté de forêt pour se créer, disparaissent. Et en même temps, tu as des chemins forestiers qui sont des pistes facilitantes pour les prédateurs comme le loup et qui mettent à bas en fait la population de caribou. Aujourd'hui, le caribou forestier est quasiment éteint. Quasiment éteint. Hmm. Hmm. Et, Donc voilà, il y a plein de choses qui sont intéressantes. et qu'est-ce que tu aurais envie de faire dans le futur comme projet, comme ça, en lien avec l'environnement, en lien avec la forêt, en lien avec les animaux? Est-ce que tu des idées, tu as des projets en tête ou... Non, j'ai un super projet qui prend de plus en plus forme et qui se fera sur plusieurs années. Les orang-outans, on les connaît bien, en déclin aussi. Il y a d'ailleurs une nouvelle espèce qui a été attestée en 2017, qui s'appelle les orang-outans de Tapanuli, qui sont moins de 800 aujourd'hui. Ils vivent une toute petite forêt dans les montagnes. Les orang-outans sont les animaux qui offrent la plus longue enfance à leurs petits après les êtres humains. C'est entre 6 et 8 ans. Ils restent avec leur mère. C'est des animaux qui sont seuls, qui sont solitaires. Les mâles sont solitaires et la seule sociabilisation qui se connaît chez les orang-outans, c'est le lien entre la mère et son petit pendant 6 à 8 ans. Le problème, c'est que il y a souvent, à cause de l'activité humaine, des orang-outans qui se retrouvent sans leur mère, qui sont emmenés dans des centres de réhabilitation, des orphelinats orang-outans, et ils ont des mères de substitution humaines. Ces mères de substitution humaines, elles doivent remplacer la mère orang-outan et leur apprendre à nouveau à être des singes et à se débrouiller dans la forêt. Or, il y a un point qui reste en grosse lacune pour moi, c'est que l'orang-outan, il passe 80 à 95% de son temps dans les arbres. Hmm. Les mères de substitution, elles ne savent pas grimper aux arbres. C'est quelque chose qu'elles ne font Et- pas. Elles prennent le petit, elles le mettent dans l'arbre et c'est débrouille-toi. J'ai un projet de leur apprendre à grimper même dans des petits arbres, mais d'avoir ce lien parce que tu peux apprendre beaucoup de choses au sol, montrer quels fruits sont bons, mais quand tu es dans l'arbre, tu montes dans un arbre fruitier qui est à 2 mètres de haut, et tu peux créer un pont humain parce que le petit est trop petit. Donc, il y a tout un projet comme ça que je voudrais mener à bien, qui est en écriture, qui est en négociation, parce que c'est quelque chose que j'aimerais faire sur le long terme, pas sur, je vais là-bas 2 semaines et puis je leur apprends en tant que bon colon comment il faut grimper aux arbres et puis je me casse. Non, ça ne m'intéresse pas de faire ça. J'ai vraiment envie de faire un projet à long terme, d'aller voir les natifs, les Dayaks qui sont là-bas, qui pour la plupart grimpent super bien aux arbres déjà. Et, euh, et ouais, de leur apprendre. Et puis t'imagines, t'es avec un petit orang-outan à 30-40 mètres de haut. C'est ouf. Enfin, l'idée, rien que d'y Hmm. penser, j'ai la chair de poule. Donc ça, c'est vraiment un gros projet qui s'applique aussi aux chimpanzés, moins aux gorilles, qui sont plus au sol, qui grimpent néanmoins aux arbres, mais ils en ont moins besoin pour leur survie. Et je me disais, est-ce que tu aimerais bien faire comme il y a un photographe qui avait fait ça, je crois que c'était Sebastião Delgado, qui avait racheté une grande parcelle, tu sais, déserte, pour lutter contre la déforestation et qui avait replanté avec sa femme pendant des années et c'est redevenu une parcelle. Et je me demandais si tu aurais envie d'avoir je sais pas, racheter une grande parcelle et la laisser comme ça et Bah, pérenniser pour qu'elle c'est le puisse cas, j'ai déjà fait devenir, ça ici. refaire une J'ai forêt en 200 ans, 300 ans, 400 ans avec des gros arbres. complètement, bah, c'est déjà, enfin, c'est un projet que j'aimerais pousser un peu plus loin, mais là, si tu veux, ici en Bretagne, j'ai un domaine. Bon, c'est là où je suis, et derrière, il y a une forêt de 70 hectares à peu près. J'ai racheté 7 hectares de forêt ancienne parce que c'est un domaine, c'est un château en fait ici. Et du coup, c'est une forêt qui date d'il y a 300-400 ans, donc il y a quand même une grosse ancienneté. C'est une forêt qui est très intéressante. Et d'ailleurs, tu sors dans la forêt, tu vois
les pics, tu vois, tu les vois pas, mais tu entends beaucoup les chouettes. Il y a beaucoup de rapaces, de buses. Au niveau des insectes, c'est assez impressionnant. Tu as tout ce qui est les gros coléoptères qui viennent sur les vieux chênes, etc. Tu en as un paquet. Il y a beaucoup de bois morts. Donc voilà, il y a un processus primaire qui commence à se réinstaller. Et l'idée, bah, c'est justement bah, de laisser la forêt tranquille, quoi, tout simplement. Et bah, l'idée, ouais, c'est d'essayer de gagner de l'argent pour racheter des parcelles de forêt en France ou ailleurs aussi. Ouais, de faire des sanctuaires, quoi. Sanctuariser le truc, accueillir des gens ensuite dans ces espaces forestiers qui, bah, de par la loi, t'appartiennent, mais de leur montrer c'est quoi une forêt ancienne, une vieille forêt, une forêt primaire, de faire toutes ces différences-là, de faire des sensibilisations et des connexions dans la forêt, de faire du primal aussi. Parce que c'est pas la même chose de faire du primal dans la forêt de Rambouillet ou de Meudon que de le faire rien qu'ici. Il y a une différence, c'est fou. Le taux Mm. d'humidité, la mousse qui pousse, le bois mort, c'est sauvage, c'est très sauvage. C'est la différence avec une forêt qui est gérée par l'ONF, où tu as peut-être une parcelle qui va être un peu sauvage et tout, et tu ressens le truc. Ici, ou la forêt en Pologne, ou la jungle primaire. Mm. Est-ce que tu as une petite anecdote ou deux, tu vois, par rapport à tes voyages, que ça soit au Rajasthan, au Maroc, en Guyane, quand tu es parti un petit peu juste comme ça, être plus en lien avec la nature à l'autre bout du monde? Est-ce que tu as des anecdotes ou des choses vraiment qui t'ont marqué à des moments? Oh, j'en ai plein, tu sais, mais il faut les choisir. Donc, en Équateur, quand j'ai vu pour la première fois un arbre géant, mais genre géant, un monstre, c'était Avatar le truc, hein. Vraiment, c'était un arbre qui dépassait de 2 à 3 fois les autres. Je l'ai vu en drone, en fait, je faisais des plans drone, j'étais au village. Des cofanes, c'est des mecs qui protègent leur forêt, ils patrouillent en pirogue et tout, et dès qu'il y a des orpailleurs illégaux, ils les dégagent et tout. Ils font vraiment la loi sur leur territoire, ils sont assez puissants. Et bah, j'envoie le drone et je vois ça. Wow. Je regarde à la distance, je vois que je suis à 3 kilomètres. Et là, je commence à demander à tous les villages, bon, comment on fait pour aller là-bas? Vous le connaissez cet arbre? Et là, ils commencent à me raconter des histoires mystiques sur l'arbre, comme quoi c'est un arbre démon. En fait, plus j'ai avancé dans mon voyage, plus je rencontrais des cultures différentes qui me parlaient du Seibo. C'est le grand capotier, c'est comment ils appellent ça, l'arbre fromager. Et du coup, tout le monde me racontait des liens ancestraux avec cet arbre-là. Il y en avait qui étaient maléfiques et il y en avait qui étaient plus ou moins en fait comme dans Avatar où c'était un peu l'arbre des esprits. Tu avais leurs ancêtres qui étaient là-bas et pour communier avec eux, ils allaient voir l'arbre. Et là, celui-là, apparemment, il avait enlevé des gens ou un truc comme ça. Enfin, c'était un truc, mais pas possible. Mon grand-père, il est resté dans l'arbre attrapé. Il me disait, l'arbre, il avale les gens. Je dis, putain, c'est ouf, il faut que j'aille voir ça. Du coup, on se rend sur place et tout. L'arbre, il est colossal. Enfin, c'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça. Enfin, le truc, le tour de l'arbre est impossible à faire avec tout le village, vraiment. Tellement les racines vont loin comme ça, c'est immense. Et là, je vois des lianes, mais comme des arbres qui tombent le long des branches au sol verticales comme ça. Je dis, putain, il est possible à grimper ce truc-là. C'est fou. Donc, du coup, j'ai fait mes premiers tests. Il y avait les villageois qui étaient là en plus. J'ai commencé à faire mes tests et tout. Voilà, c'est sauvage, tu as des fougères qui poussent sur les lianes, c'est mouillé, c'est humide et tout. Et ils m'ont dit, si tu grimpes, l'arbre, ça va pas lui plaire, il va appeler la pluie. J'ai fait, ouais, peut-être, mais je peux pas m'en empêcher, il faut que je fasse l'expérience. Effectivement, j'ai commencé à grimper. J'étais quoi, à 30 mètres et la pluie. Truc de fou. Je fais what the fuck et tout. Je redescends, je me dépêche et tout. Et on quitte l'arbre et plus de pluie, plus rien. Et en fait, c'est au-delà du lien mystique qu'il peut y avoir, c'est un fait, hein, ces arbres-là ont un puissant champ magnétique et ils peuvent attirer la pluie s'ils le souhaitent, si ça fait longtemps que c'est un fait scientifique, ça a été étudié. Ils peuvent attirer la pluie. Et je me suis dit, c'est autre chose
que le gros chêne que j'ai grimpé ici. Là, vraiment, on est sur un arbre qui a quasiment sa propre volonté. Ils ont un langage qui nous échappe et tout. Moi, ça m'a marqué. Et le deuxième jour, j'y suis retourné, je me suis fait attaquer par des abeilles. Il y avait un gros nid, je me suis fait piquer par les abeilles et tout. Et en fait, tu grimpes pas comme ça sur un arbre qui a sa volonté Hmm. propre. Et ça m'avait vraiment impacté parce que tu es vraiment dans Avatar, dans ce truc, c'est vivant, ça a sa propre volonté, ça a une sagesse et tout. Et c'est un truc qui nous échappe. Et là, vraiment, ça m'avait fasciné, quoi. Fasciné. Est-ce que, avec, tu vois, quand tu me parles de cette expérience, ça me ramène, moi, du chamanisme, un petit peu en lien avec les esprits de la nature, les esprits de la forêt. Est-ce que maintenant, quand tu vas grimper dans des forêts que tu connais pas, est-ce que avant de rentrer dans la forêt, tu te connectes à la forêt, tu lui dis que tu vas rentrer, tu vois, est-ce qu'un arbre que tu connais pas, est-ce que tu lui parles avant, ou est-ce que tu sais, tu te présentes pour lui dire, bah voilà, je vais grimper dessus, est-ce que c'est des choses qui arrivent, ou enfin, c'est encore un peu nouveau, ou... En fait, si tu veux, je ne sais pas comment on communique les arbres. Comme, tu vois, j'en sais rien. Un oiseau, tu sais pas comment il communique. Mais par contre, ils sont sensibles à ce que tu vas faire, à ce que tu vas leur dire. Donc moi, je leur parle comme si je parlais à mon chien, tout simplement. Bon, ça fait peut-être un peu péjoratif, mais non, mais pas du tout en fait. Parce que ton chien, tu lui fais bon, ça va ce matin, allez, viens, on va faire un pipi, tu vois. Dans l'arbre, c'est salut mon pépère, comment tu vas? Écoute, je vais grimper sur toi, j'espère que ça. Si ça te plaît pas, fais-le moi savoir. Je redescends, je te fais pas chier. Tu vois, enfin, c'est le genre de truc que je peux dire. Des fois, je leur demande comment ça va, de me donner de la force, comment est-ce que je peux te remercier. Toi, c'est simplement, nous, on a une parole qui nous déconnecte de tout ça, mais en même temps, je pense que les arbres, ils y sont sensibles aussi. Mais après, j'ai l'impression que le vivant, enfin, la parole, c'est notre manière de communiquer, mais en fait, il faut que ça soit fait avec le cœur. Enfin, quand tu disais parler à un animal ou parler à En fait, on peut mettre des mots ou sans mots, mais c'est qu'est-ce qui passe par Tout à notre fait. cœur pour... Et Mais des je fois, pense tu que sais, il n'y a toi, pas besoin aussi de toujours mettre des mots, de parler, parce que là, ouais, oui. tu sais, dès que tu vas le toucher, il y a une vibration dans le bois qui va se faire ressentir et tout. L'arbre connaît tes intentions d'une certaine manière. Et c'est ce qui me plaît beaucoup chez eux, c'est que quand ils viennent pour les couper, les animaux, ils peuvent se barrer. Eux, ils sont là et ils attendent patiemment leur sort, quoi. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent envoyer des messages à travers le vent, à travers ce qu'on appelle les tarpènes et tout ça, mais ils peuvent rien faire. Eux, ils sont là, ils envoient leur message de détresse et ils attendent d'être coupés. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, je pense qu'il y a pas besoin de forcément parler. En fait, c'est comme tu dis, avec le cœur, si tu y vas avec le cœur, si tes intentions sont bonnes, la forêt saura te recevoir. Tu vois, j'ai un exemple tout con, quand tu es en jungle, et j'étais avec les Warani, tu es à poil, tu rien sur toi. Et tu marches dans la jungle, t'as pas de chemin, tu marches dans des arbres qui sont comme ça, il peut y avoir n'importe quoi. J'ai jamais eu rien eu. J'ai jamais été piqué par quoi que ce soit. J'ai jamais marché dans une épine qui te transperce le pied. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, oui, il y a tous ces trucs-là et beaucoup plus qu'en forêt ici. Mais si tes intentions sont bonnes, la forêt, elle a comme une espèce d'aura qui te protège, en fait. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Tu avais tous les touristes qui marchaient avec leurs bottes et tout, ils se faisaient dévorer par des milliards de trucs, ils croisaient des serpents et tout. Moi, j'ai jamais croisé un serpent. J'ai pas croisé un seul serpent. Et tu te dis, mais c'est un truc de fou. Moi, j'y crois vraiment parce que, enfin, faut le vivre pour le ressentir et le croire. Tu me l'aurais dit avant, je t'aurais fait, ouais, bon, bah, j'en sais rien, tu vois. Quand tu le ressens et que tu es là-bas et que tu vois qu'il t'arrive rien du tout au bout d'un mois et que tu es H24 à poil dans la forêt, bon, bah, c'est que soit je suis très chanceux, soit il se passe vraiment un truc, quoi. C'est juste purement logique, en fait, pour moi. Et je suis un mec très terre à terre. Mais tu peux pas renier ce truc-là. T'es face à ça et tu marches, tu cours pieds nus, tu crames sur des lianes où tu as des serpents arboricoles, des congas comme ça. Et congas, c'est des fourmis, j'en voyais tout le temps, elles m'ont jamais piqué. Hmm. Voilà, bien sûr qu'il y a une connexion, un truc qui te protège. Si tes intentions sont nobles et que tu y vas avec le cœur,
je pense que tu es d'une certaine manière protégé. Et si tu avais un message à faire passer aujourd'hui, qu'est-ce que tu auras envie de transmettre, toi? Bon, beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses à transmettre parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas. Il y a beaucoup de choses qui vont pas dans la société, dans notre manière de vivre au jour le jour. Moi, ce que j'essaie de transmettre, c'est de sortir tout simplement un peu de sa zone de confort au quotidien, tu vois, pas de se dire métro, boulot, dodo, j'arrive chez moi, je mets Netflix. Non, je sais pas, c'est d'être curieux, c'est de s'intéresser à des trucs et ta vie, elle va changer en fait. Si ta vie, c'est de la merde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font que de se plaindre de leurs trucs et tout, bah, je sais pas, provoquer le changement, ça amène toujours à quelque chose de positif en fait. Et c'est ça, c'est de sortir de sa zone de confort, c'est d'aller dans la nature, pour moi, sortir de sa zone de confort quand tu es dans la ville. C'est de se retrouver avec soi-même, c'est d'avoir son moment privilégié avec soi, dans le présent, et d'arrêter d'être sur TikTok à scroller ce qui se passe en permanence. C'est fou. Tu vois, les mecs aujourd'hui, ils sont au travail, tu vois, dès qu'ils ont une seconde de libre, ils sont sur leur téléphone. Je fais, mais lâche ton putain de téléphone 2 secondes et je sais pas, ouvre un bouquin ou sois juste là, ce que tu fais, je sais pas. Enfin, moi, ça me paraît d'être un truc, on abrutit, mais la population, hein, d'une puissance, mais d'une puissance. Celui qui dit non, c'est le progrès ou qui s'en rend pas compte, bah, il est déjà dedans, mais, Ouais. mais piégé complètement, quoi. Moi, je trouve qu'on est vachement déconnecté de tout ça, de la réalité, du toucher, de nos sens, de tout, quoi. Enfin, c'est fou, là. Là, déjà, ça fait longtemps qu'on est sur l'écran et je me dis, putain, j'ai envie de me barrer en forêt, mais tu vois, C'est ce que tu vas faire je sais pas, après il y a tout un à l'heure? truc. Ah, bah là, là je prends mes trucs et je vais en forêt tout de suite après, ouais. En Ouais. plus, là, avec mes histoires de passeport et tout, si je reste là, je vais commencer Ouais. à me dire putain, ça me fait chier, il me saoule, j'aurais dû partir et tout. C'est un projet que je prépare depuis 2 ans. Et là, ouais, laisse tomber. Bon, bref. Et c'est pour ça, je retourne à la forêt, boum, il n'y a plus rien, j'oublie tout, c'est trop bien. Hop, et je reviens ici, ça me remet un petit coup Hmm. derrière les pattes. Mais bon, après, il n'y a rien de grave, j'en suis conscient et il y a tellement pire. Mais je suis un peu un râleur, moi aussi. Donc, qu'est-ce que tu veux, hein, il faut composer avec sa nature, hein. Et après, toi, t'as une actualité en ce moment de, je sais pas, de formation, de stage, de... Alors, bah là, en fait, ce que j'essaie de faire, là, c'est... Non, comme je vais avoir un peu de temps ces jours-ci, là, je viens d'arriver chez moi en Bretagne. J'ai envie de faire un truc ici dans les forêts que j'ai à racheter et tout ça dans mon terrain. De faire les masterclass et les retreats primales ici, de plus en plus, parce que je serai sur place et tout. Il y a une forêt, il y a une parcelle de forêt qui m'appartient aussi, qui a été coupée, plantée, il n'y a que du Douglas. Et là, je veux mettre des carters, tu sais, c'est les petites maisons de hobbits. Ouais. Et pour accueillir les gens, en fait, là, en mettre quelques-unes. Ils dorment là, on se fait notre camp à cet endroit-là, et puis la journée, on part dans la forêt, quoi, faire des activités diverses et variées. Sinon, le 15 octobre, je vais organiser un truc dans des grottes à Fontainebleau, des grottes qui datent du néolithique, pas très connues. Tu peux dormir dedans, et puis après, pareil. Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce truc de partage et c'est de voir Jean-Michel qui bosse à la Défense, qui fait le truc, quoi. C'est, je te parle même pas de grimper. Là, je te parle de juste, bon, bah, un truc qu'on fait de temps en temps, c'est on arrive dans un secteur, je dis, bon, vous allez tous choisir votre arbre et celui qui vous appelle et vous allez prendre votre temps. Vous allez être devant l'arbre et vous allez juste être là et peut-être il se passe rien, peut-être il se passe un truc, mais vous allez prendre 10 minutes pour vous asseoir ou l'embrasser, mettre la main dessus, faites ce que vous voulez, mais vous trouvez votre arbre, celui qui vous appelle. Et souvent, les mecs qui sont les moins propices à, tu vois, ils arrivent, tu vois, Jean-Michel, on donne Jean-Michel, parce que je donne pas le vrai prénom, il arrive, il se met devant et il ressent le truc parce qu'il en a plus besoin que les autres, en fait. Et c'est ça que je trouve Hmm. fantastique. C'est génial. Et c'est pour ça que je te dis, on a besoin de ça. On a tous besoin de ce truc-là et de à bas un peu les téléphones et toute cette technologie qui nous abrutit à longueur de journée. Je dis pas, hein, moi ça me plaît de temps en temps de regarder un bon film, Netflix, d'être sur le téléphone
à regarder des trucs. D'ailleurs, moi, je passe beaucoup de temps à m'intéresser à plein de sujets. Donc, du coup, je suis sur Google beaucoup de temps à lire des trucs, à m'informer. Tu vois, mais c'est un outil exceptionnel, mais les gens ils l'utilisent pour juste regarder des vidéos de gens qui font n'importe quoi sur TikTok, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas. Il y a un espèce d'abrutissement général. Ouais. Ouais, il n'y a plus de lecture, il n'y a plus rien. Bon, mais en tout cas, on arrive à la fin là. Ça fait à peu près 1 heure qu'on est déjà là. Puis je sens que tu as envie d'aller grimper. Un petit peu, mais bon, ça c'est toujours. Ça c'est moi, ça c'est l'heure là. Euh, ouais. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Tu as envie de dire un dernier truc avant qu'on se quitte? J'aime bien la devise de l'hébertisme, être fort pour être utile. On l'a repris un peu dans le parcours et quand je marchais pieds nus et que j'avais mal et que voilà, je me raccrochais à ce truc-là parce que être fort pour être utile, c'est euh, pas simplement être utile pour les autres, mais être utile dans son mouvement, pas faire des choses qui servent à rien, être dans la fonctionnalité, tu vois. Par Mm. exemple, être fort pour être utile, ça s'appliquerait pas à Monsieur Gonflette de la salle de sport qui travaille qu'un seul muscle. T'es pas fort pour être utile, t'es fort pour être beau. Ou t'es beau pour pas être fort, ou pas fort pour être beau. Tu m'as compris. Donc être fort pour être utile, c'est une devise assez cool, assez intéressante et qui s'applique vraiment à ce truc-là primal, se reconnecter à la nature et la nature te le rendra bien. Mm. Bon, bah merci Léo d'avoir pris le temps avec moi, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir parlé un peu voilà, de ta vision, de tes engagements, de tes projets. En tout cas, bah, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas, likez-la, partagez-la. Moi, je vous invite vraiment, si vous connaissez pas Léo, à aller voir son site et ses vidéos parce que c'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait aussi, la manière qu'il a d'être en lien avec les arbres, l'environnement. Et voilà. En tout cas, merci encore. Bah, merci à toi de m'avoir relancé Pour, parce que bon, c'est vrai que dernièrement, c'était pas forcément le meilleur ouais, moment. On a réussi à trouver le temps de se faire ça et puis je suis content qu'on l'ait fait. ouais. En Donc merci. tout cas, merci encore. Et puis, bah, belle journée à toutes les personnes qui nous regardent. Et puis, continuez à suivre la chaîne. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir Léo.